Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. J'ai vu ça passer, non pas dans un média grand public ou dans un article de presse ce matin, que la facture, le compte de taxes du Canadien moyen a augmenté entre 1961 et 2024. Et là, ouvrez grand vos oreilles. Je sais que vous avez déjà vos oreilles ouvertes, là, mais ouvrez-les encore plus grandes que ça, de 2784 %. La facture de taxes, le compte de taxes a augmenté de 2784 % entre 1961 et 2024. On va parler avec Jonathan Hamel, qui est un investisseur et un commentateur politique que j'aime bien parce que lui, il n'hésite pas à rentrer dans le tas. Salut, Jonathan. Salut. Là, 2784 % la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de services. Ouais, ça, en fait, c'est relatif. Je vois que Madame rit comme beaucoup de gens, en fait. En pourcentage, ce qui est intéressant, ça fait peur beaucoup, le 2700 %, c'est effectivement très grand, mais si on compare l'indice des prix à la consommation sur la même période, a augmenté de près de 900 %. Donc, c'est à peu près 3 fois. Donc, la facture des taxes pour la famille moyenne canadienne, c'est 3 fois l'inflation sur cette période de temps-là. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est difficile à croire. Moi, je le sors de temps en temps dans les cocktails quand on vient à s'obstiner politiquement souvent c'est sur le système de santé. Le système de santé est gratuit. Ben, moi, souvent, je sors cette statistique-là en disant non, le système de santé n'est pas gratuit. Sur un revenu familial, tu vois, de 114 000 par famille au Canada, 42 % de ça, c'est les taxes et les impôts. Donc, c'est plus que le logement, l'habillement et l'habitation, l'alimentation combinée. Ouais. Donc, c'est quand même un chiffre qui fait peur d'emblée. Ben, c'est sûr. C'est d'autant plus que là, c'est rendu qu'on nous taxe pour rembourser les taxes. C'est-à-dire qu'à la Ville de Montréal, le budget, là, vous savez, il y a plusieurs postes de dépenses. Là. Vous avez la culture, vous avez les loisirs, vous avez le déneigement. Le service de la dette, c'est 16 %. Vous envoyez $1 à la Ville de Montréal pour qu'elle fasse quelque chose avec, puis il y a 16 sous qui s'en va pour rembourser des prêts qui ont été mal faits, qu'on a mal dépensés. Donc, ça, on vit dans le chat court après sa queue. Ben, souvent, c'est ça. On reproche à la droite de toujours parler, par exemple, d'endettement et de dette, mais la dette, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui existe pour vrai et il faut la payer. Et ça, c'est une conséquence de l'endettement public depuis les 40-50 dernières années. D'ailleurs, ça corrèle avec l'augmentation de la dette sur cette période-là. Maintenant, on peut avoir un débat à savoir si ces revenus de taxation-là sont utilisés à bon escient. Mais je pense aussi que le Canada, c'est en proportion, c'est un des pays qui a le plus de recettes de taxes là, en proportion par rapport aux pays là, comparables, là, industrialisés. Donc, tu sais, ce qui est malsain, on nous dira peut-être, là, nous qui critiquons en ce moment ce modèle de société-là, c'est que plus vous taxez les gens, plus ils sont en droit d'attendre des services. Hein? Si vous les taxez moins, puis que les services, c'est moyennement offert, ben, vous attendez pas à ce que les gens soient aux premières loges, aux barricades, en train de dire « Hey, il est passé où mon argent? » Mais si vous les taxez là, constamment, c'est un petit peu normal qu'ils attendent un retour à un moment donné. Puis le retour, on le voit pas, là, Jonathan. Là, ou alors, il est où l'argent? Je suis d'accord avec toi. Écoute, je suis assez critique là-dessus. D'ailleurs, je pense que le plus grand poste de dépense, un des plus grands postes de dépense dans la ponction de taxes, c'est entre guillemets, la taxe santé. Parce que souvent, le débat que je te parle dans les cocktails, c'est le système de santé est gratuit. Non, en réalité, tu vois, sur ce 48 000 $ de facture de taxes, qui est 42 % du revenu familial, ben, il y a à peu près 10 500 $ qui va directement à la santé. Donc, c'est pas vrai que la santé est gratuite. Et pour le montant équivalent, ce que les gens souvent ne comprennent pas ou refusent de voir, c'est que pour le montant équivalent ou même en deçà de ça, dans certains États américains, je veux dire, tu peux quand même avoir une police d'assurance qui va couvrir toute la famille et auquel est attaché une obligation de rendre des services. Là. Donc, c'est ça un peu le problème avec le modèle québécois, c'est qu'on pense qu'on a accès à entre guillemets, un panier de services, mais le problème, c'est que je pense pas qu'on en a pour notre argent. C'est ça, c'est un panier de services qui aurait tout intérêt à se prendre pour une entreprise, c'est-à-dire, puis à assumer l'obligation qu'elle a de nous rendre le service qu'elle nous vend à ce prix-là. On a déjà eu cette conversation-là en dehors des ondes, la question de notre rapport à l'État-providence au Québec. Moi, je pense qu'on doit l'offrir aux auditeurs. C'est un tabou au Québec là, que d'imaginer que c'est la seule affaire qui existe. Il n'y a pas vraiment moyen de passer la hache là-dedans puis de penser autrement. Alors qu'aux États-Unis, c'est juste au-dessus de nous. Ben, ils ont, en tout cas, dans certains États, une autre façon de voir les choses. Même ailleurs dans le monde. Pas des martiens. Non, mais même quand on regarde ailleurs dans le monde, je ne suis pas un expert de la santé, là, mais il y a un paquet de modèles de financement public, c'est-à-dire d'assurance universelle publique, où le privé rend des services. On parle souvent de la Suède, à tort ou à raison, là, dépendamment de la période, mais il y a un paquet de pays européens qu'il y a justement des hôpitaux qui livrent des services privés, mais
sous le couvert d'une assurance publique universelle. Donc, le problème, c'est... je comprends qu'il y a des gens qui travaillent très fort dans le réseau de la santé, on est critique de ça, mais le problème, c'est que le système est tellement grand et il n'y a pas les incitatifs nécessaires pour avoir l'efficience qu'a, par exemple, dans le système privé. Il y a pas un peu d'orgueil aussi là-dedans? C'est-à-dire, tu viens de le dire, je m'excuse, il y a des gens que je sais qui travaillent fort là-dedans, puis ces gens-là, justement, ils diraient ça. Là, tu sais que d'ailleurs, dans le sondage, c'est pas juste au Québec, c'est au Canada, ce qui nous différencie du reste du monde, ce qui fait la fierté des Canadiens, c'est le système public universel de santé. C'est comme la seule chose qui nous distingue du reste du monde. Là. Donc, c'est un genre de nationalisme canadien et québécois. Et au final, il n'y a personne dans le monde qui utilise un système pareil. Donc ça, ça peut peut-être lancer un débat. Là, c'est comme le gars qui dit moi, ma plus grande fierté, c'est ma blonde, mais puis elle sort partout, mais à la maison, ça se passe plus. Là, non, mais c'est ça un peu. Non, mais c'est un drôle d'exemple. En fait, ce qu'on appelle un dogme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas critiquer. Puis je pense que c'est triste parce que ça dépasse la gauche et la droite. Au final, c'est des milliards de dollars d'argent qui est pris dans la poche des familles québécoises. Et je pense que le scandale, c'est qu'au final, si on parle juste de la santé, c'est un système d'assurance où l'assureur ne peut pas livrer les services. Et c'est là le problème. Toi, tu parles de dogme, j'ai parlé de tabou. Le prochain mot qu'on pourrait sortir, c'est quasiment religion. C'est quasi religieux, en fait. Là. Dès que souvent, on dit on parle pas à la table de politique, de religion, et je me souviens de pas quoi d'autre. Médical à mourir, d'argent, exact. Donc, c'est un peu ça. Ça dérape tout le temps en disant, on sait bien, toi, tu veux le système américain. Non, je veux dire, évidemment, il doit y avoir une certaine base de taxation. Moi, j'aime plus la taxation, l'utilisation. Par exemple, les routes, tout ça. La plupart du temps, d'ailleurs, quand tu vas dans des grandes métropoles européennes, la plupart des routes sont privées autour. Les ponts, il y a des péages, etc. Moi, je suis pas en désaccord avec ça. Mais quand vient le temps de parler, par exemple, de la santé ou des grands services, même l'éducation, c'est un peu le même débat. Dès qu'on parle du privé, c'est présenté un peu comme l'envahisseur capitaliste, le démon en personne, alors que c'est pas vrai. Il peut y avoir un mix des deux systèmes qui fonctionne quand même bien dans le reste du monde. Tantôt, je m'en venais à pied là, au studio, puis je suis passé au coin de Hochelaga et Frontenac. Et là, j'ai traversé la rue pour me rendre compte que sur Hochelaga, ils avaient construit des espèces de terre-plein, mais des trucs tout petits, là, comme des espèces d'îlots au milieu de la route. Là, je me disais, écoute, est-ce qu'il va y avoir un genre de circuit Mario Bros, puis ils ont mis des obstacles comme ça? Nos taxes sont bien dépensées à Montréal. On s'en va là-dedans, là, Rémi. On s'en va sur la ville de Montréal. Écoute, ça, c'est incroyable. En passant, et tous ces améliorations-là, entre guillemets, ne sont pas motivés par aucune demande. C'est aussi le cas avec c'est purement idéologique. Dans le cas de l'administration Plante, c'est la même chose avec les pistes cyclables. Bon, je suis d'accord qu'il y a un certain réseau cyclable à Montréal, sur les grands artères, etc. C'est déjà le cas. Mais la croissance du réseau cyclable, de même que les espèces de mobilier urbain que tu parles, on a même vu, je sais pas si tu as vu, ça a été viral sur les réseaux sociaux, 2 bancs de parc face à face qui ont comme remplacé un espace de stationnement au grand soleil. Tu sais qu'on va s'asseoir, toi et moi, pour discuter du modèle québécois au grand soleil sur le bord de Berry ou une autre grande artère. Là. Mais non, mais à la limite, ça, c'est correct. Ça favorise la discussion. Quand je prends le métro à Paris puis que je vois qu'ils mettent les bancs l'un face à l'autre, je me dis enfin un petit peu de dialogue dans un monde de chambre d'écho. Mais je comprends où tu veux en venir. Oui. C'est complètement ridicule. Mais en fait, c'est toujours... Il y a quand même un dénominateur commun. C'est les chars. C'est les chars. C'est le char. On dit qu'il n'y a pas... Il y a quand même... Quand je dis qu'il y a quelque chose d'idéologique là-dedans, c'est que c'est pas... c'est pas motivé par... Il n'y a pas une croissance fulgurante du déplacement. Peut-être qu'il y en a un, marginal. Tant mieux si les gens prennent leur vélo pour faire de l'exercice ou pour se déplacer. Mais on va pas... Moi, je l'ai souvent répété, Montréal, ça va pas devenir Copenhague. Il y a des réalités différentes. Montréal, c'est une ville nord-américaine qui doit se comparer à Boston, des villes comparables, d'ampleur comparable, où je pense pas que l'équivalent en termes d'opération... En fait, c'est surtout que ça soit fait dans des endroits où ça n'a absolument pas rapport. Là. Tu as des artères où ça n'a pas lieu d'air. Tu sais, on parle de tabou, de religion. Oh, on a un commentaire qui est rentré. Ouais, ben écoute, c'est quelqu'un qui nous dit à quoi il faudrait penser finalement dans les villes parce qu'ils font référence à ce que vous disiez par rapport au projet farfelu inutile. Alex, il dit il faut absolument que les villes reviennent à la base, baisser les taxes, la sécurité, la propreté. Voilà. C'est excellent. Ça, parce que, non, mais il y a raison, ce monsieur-là. 100%. Parce que là, il y a une élection qui s'en vient dans quelques mois. Puis je regarde qui se présente, là, puis c'est 3 teintes de gauche. Là. Ça va être un peu la prolongation à la base de la même idéologie. Et à la base, derrière ça, il y a quand même une attaque. Et Mme Plante, son administration, puis c'est vrai aussi dans d'autres villes, là,
à différentes échelles, ils n'ont jamais eu le mandat de faire des transformations aussi radicales de Montréal. Regardez récemment, je pense que c'est Saint-Urbain. Ils ont annoncé qu'ils éliminaient complètement les stationnements d'un côté pour rajouter une piste cyclable, alors que, tu vois juste de l'autre côté, sur Saint-Denis, ils ont la piste cyclable des deux côtés. Donc, et sur Clark aussi. Exactement. Pourquoi on s'obstine à reproduire exactement les mêmes pistes d'un artère à l'autre? Puis il y a quelque chose de quand même très pernicieux là-dedans, c'est que les gens qui ont acheté un condo ou qui ont loué une unité en sachant qu'il y avait un stationnement, je veux dire, il y a un contrat qui a été brisé avec ces gens-là, qui ont fait une planification en sachant qu'ils allaient pouvoir se stationner devant. Maintenant, je veux dire, les stationnements sont éliminés. La même chose pour les commerces. Même chose pour les commerces. Qui se sont installés là depuis longtemps 100%. et qui voient qui maintenant... signent des baux de comme 10-15 ans aussi. Ben, c'est ça, exact. Et qui sont pris là avec les clients qui ne s'arrêtent plus, qui n'ont plus d'endroit où se stationner et ils ne vont pas aller faire leur commission en vélo. Donc, ça aussi, c'est un gros problème qu'on entend qui est récurrent à Montréal. Je pense que ça a été évident avec, je pense que c'est la Plaza Saint-Hubert qui avait réouvert justement suite à la demande des commerçants. Là. C'est évident. Là. Puis on se rend bien compte aussi que la promesse d'inclusion et de diversité, là, c'est un mensonge. Parce que tu me parles, par exemple, et toi aussi tu le fais, Cybèle, de ces commerçants, des gens qui achètent avec des épargnes qu'ils ont accumulées à la sueur de leur front pendant des années. Ils achètent un condo, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus venir chez eux en voiture. Les personnes âgées. Pierre-Luc Briand, on l'a reçu ici, qui est un artiste, qui est le vice-président de l'UDA. Il est venu défendre les personnes âgées qui sont plus capables de débarquer de leur voiture avec leur épicerie pour rentrer chez eux, les personnes âgées, qu'on salue encore. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui, dans le plateau Mont-Royal, ne sont plus à la mode. Ben non, c'est plus tendance à être personne âgée puis de rentrer chez soi. Nick Payne, toi aussi, je pense que sur la question des taxes et de Montréal, t'as pas un peu l'impression que c'est, je sais pas, tabou de parler de ça? Bonjour. Là, je t'ai comme mis des mots dans la bouche. Là. Je suis désolé. Peut-être que tu penses pas du tout ça. Oui, mais comment te contredire? Non, mais enfin, tabou ou pas, c'est-à-dire que c'est un sujet inépuisable. Puis, pour m'être déjà assis autour d'une table, c'était dans le cadre d'une sorte de, si tu veux, c'est l'équivalent du conseil d'administration dans un parti politique. Le parti s'appelait Option nationale. Et, mon Dieu, je vais me faire des ennemis en te racontant cette anecdote devant des milliards de personnes qui nous écoutent, mais nous étions tous autour de la table à prendre des décisions financières aussi sur l'avenir du parti, comment gérer les dons qu'on recevait, combien payer un tel autre, la directrice générale, le chef éventuellement. Et j'avais été estomaqué de voir à quel point, étant donné que j'étais le seul dans la pièce qui était entrepreneur, j'étais entouré d'universitaires, de gens qui avaient plein de bonnes idées, mais qui n'avaient pas d'expérience, évidemment, dans la gestion, dans les affaires, dans la négociation, dans toutes ces questions-là qui ont une forte teneur, évidemment, si tu veux, en économie, disons-le comme ça. J'étais toujours le seul à être tellement loin, il y avait une abysse qui me séparait des orientations, des décisions que voulaient prendre mes collègues, que je salue, mais qui, manifestement, avaient beaucoup de difficultés à s'empêcher de dépenser de l'argent qu'on n'avait pas encore, parce que, c'est l'argent qui va s'en venir, là, ça va être dans les coffres, puis il faut bien faire quelque chose avec ça. Alors, je pense qu'à Montréal, ville qui est gérée par la gauche idéologique aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'on est à veille de gérer de façon plus efficace et d'avoir les deux pieds sur terre? Je pense pas. Tu sais, Jonathan, c'est plus facile de dépenser l'argent des autres que Absolument. Tantôt, on parlait de dette. Là, ça existe, la dette. Mais quand c'est l'argent des autres, on dirait que ça n'existe pas. Ben non, le gouvernement va imprimer de l'argent. De toute façon, si on est dans la merde, de toute façon, nous, on fera plus de la politique dans 4 ans. Moi, j'ai promis à Claudine que j'arrêtais là, à 60 ans. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Absolument. Mais je pense que c'est bien expliqué par Nick. On a affaire à des administrations extrémistes et militantes. Alors qu'avant, on en a souvent parlé, toi et moi, c'était non partisan, la politique municipale. Tu avais des péquistes, des libéraux, c'était de bien gérer, disons, les services publics en général. Alors là, et c'est... Tu vois l'audace qu'ils ont de répondre aux citoyens. L'automobiliste de Montréal, je ne sais pas si tu as vu le travail qu'il fait de publier les séances du conseil. Un compte sur Twitter. Ouais, et tu vois les maires et les mairesses d'arrondissement qui répondent aux gens, non, on enlève les stationnements et c'est pour le bien de la planète. En fait, c'est difficile à quantifier encore une fois, mais ils répondent ça aux citoyens directement qui font part de leur inquiétude, de l'impact sur leur commerce, de leur impact sur leurs déplacements.
Et ils font ça vraiment, vraiment à visage découvert. Là. C'est quand même incroyable. C'est pas fait en coulisses. Là. C'est vraiment fait en toute transparence. Là. Mais Nick, comment on fait pour changer cette mentalité-là? Tu l'as dit, j'étais tout seul autour de la table avec des gens qui ne voyaient pas comment on pouvait imaginer autre chose. C'est-tu de l'éducation? Faut-tu qu'on paye un billet d'avion à ce monde-là pour qu'ils voyagent un peu puis qu'ils voient comment ça se passe ailleurs dans le monde? Oh, on pourrait aussi leur payer un billet d'avion pour l'opposition là, pendant un bout de temps pour qu'ils réfléchissent à leur affaire. Je pense qu'il faut... Tu sais, moi, je ne suis pas de l'équipe tout aux affaires et aux hommes d'affaires et eux seuls ont la solution. Je fais des affaires. Il y a des... Tu sais, l'appât du gain, c'est pas beau non plus. Il y a toutes sortes de défauts qui viennent avec ce profil-là également, mais je pense que ça prendrait un meilleur mélange que ce qu'on a actuellement dans le monde politique. Donc, moi, ce que je verrais, c'est un changement de culture. Il faudrait inciter des personnalités d'autres domaines à venir s'impliquer en politique que seulement des idéologues de gauche. Je ne sais pas qu'on ait seulement ça, mais ils pèsent lourd aujourd'hui, notamment au niveau municipal. Maintenant, si on remonte au palier supérieur, connaissant un peu le discours de Jonathan Hamel, notamment sur la question du Québec et du Canada et la question nationale, moi, ce que je veux lui demander, c'est, étant donné que, oui, Québec est un éléphant bureaucratique très coûteux, mais Ottawa est alors là un dinosaure. On atteint là, des sommets d'inefficacité, de gaspillage. Tu sais, c'est comme un gros Buick 74 avec le carburateur mal ajusté qui fume noir. Là. Ça fait 3000 au gallon. Et en plus, c'est pas particulièrement intéressant comme conduite. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, à regarder de ce côté-là, est-ce que les souverainistes n'ont pas un argument quand même en disant sortons de ça, une plus petite business comme celle du Québec sera toujours plus facile à faire tourner que cet immense paquebot qui est complètement perdu, englué. Est-ce qu'on a besoin de rappeler les fiascos monumentaux comme le registre des armes à feu ou les systèmes de paix et j'en passe? Ben écoute, je vais te répondre rapidement. Je pourrais t'énumérer des scandales très québécois. Nick vient de jeter les gants. Ouais, je pourrais t'énumérer des scandales très québécois qui ont été soutenus même par cette itération-là du Parti québécois, ne serait-ce que toute la filière batterie, etc. Moi, je vais te répondre rapidement, Nick. Moi, je suis à la base, conceptuellement, je suis pour la souveraineté. Là. Le problème, c'est que le problème avec le projet souverainiste à l'heure actuelle et le PQ de PSPP, c'est que vous voulez faire la France en Amérique. Quand vous voudrez faire la Suisse en Amérique... Je vous associe vraiment en général, je m'associe au mouvement souverainiste. J'associe le mouvement souverainiste en général. Si vous voulez faire la France en Amérique, ça m'intéresse pas. Si vous voulez faire la Suisse en Amérique, on peut jaser. Oh, la Suisse, le fromage suisse, puis tout là. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette réponse-là, c'est pas que, comment dire, je ne suis pas en désaccord avec le fait que le Parti québécois, par exemple, a une orientation sur le spectre gauche-droite ou dans son rapport aux questions économiques qui pose problème si on veut ratisser large pour aller chercher des appuis à ce projet-là. Idéalement, qu'un parti souverainiste sérieux, comment dire, propose un programme minceur, très, 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 très ciblé sur des questions très pointues et qu'il ne s'aventure pas trop sur le terrain idéologique ailleurs. Mais... ce que j'allais dire, c'est que je m'en souviens plus. C'est correct. Continuez. Small is beautiful. En général, c'est vrai. Le problème, c'est que le calcul aussi que fait le Parti québécois sur le coût net et l'opportunité de la souveraineté, et disons, il y a des coins qui ont été tournés assez ronds. Là. Donc ça, on pourrait en parler longtemps, mais dans 2 secondes, Nick, on a un commentaire qui est rentré. Ben écoute, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt. Là. Je veux pas trop rétro-pédaler avec vous, mais c'est par rapport aux pistes cyclables. Quelqu'un nous dit qu'il aimerait voir le gouvernement Legault passer une loi comme le premier ministre ontarien Ford. Donc, aucune nouvelle piste cyclable autorisée qui enlève des voies de circulation ou qui enlève des stationnements. Tu vois, ça, je suis généralement pas en accord avec le fait qu'il y a une intervention gouvernementale pour limiter un autre gouvernement, mais je pense qu'on est rendu à un point où ces administrations-là doivent être attachées, là, d'une façon ou d'une autre. Ça s'est fait aussi dans certains États américains où, sous des prétextes, mettons, d'urgence économique, vous allez cesser ce suicide économique-là des centres-villes. Là. Écoute, Nick, on va devoir s'arrêter là. Tu restes avec nous. Cybèle, tu restes avec nous. Merci beaucoup, Jonathan Hamel. Ça fait du bien d'entendre, en tout cas, en matière de jugement et de critique du gouvernement, un point de vue qui sort de l'ordinaire. À bientôt. Merci.